du moment qu'il y avait ton rôle. Alors, du retraite, qui gagne pas. Gardez-vous! Dépôt de gerbe. Appel des morts. François Léon, combattant des forces françaises libres. André Bonneau, de la famille des victimes du nudisme et combattant volontaire de la résistance. Bénard Paul, 19 ans, Stifiec. Caillé Charles, 21 ans, Guingamp. Oregan Denis, 25 ans, Cervelle. Lejean François-Marie, 45 ans, Bulien. Pepelou Yves, 24 ans, Cervelle. Le Bibic Jean, 19 ans, Pomereux. Le Manac Yves, 23 ans, Cervelle. Le Cocheur François, 22 ans, Trébernin. Olivier Hyacinthe, 41 ans, Trébernin. Faucheux André, 22 ans, Poumanac. Quérandrin Henri, 22 ans, Les Ardrieux. Là, Auguste, 29 ans, Tonquédec. Rual Henri, 26 ans, Belle-Nanterre. Monsieur Jacques Rotan. Ouvrez le banc. Monsieur Jacques Rotta, au nom du ministre des Anciens Combattants, je vous remets le diplôme d'honneur de porte-drapeau du
16e bataillon Rangers, première compagnie de Lannion. Bien chère mère, bien cher père, bien chers tous. Nous voici réunis tous les trois, le Cornec, Geoffroy et moi, dans une cellule qui verra les derniers moments de notre vie. Car on vient de nous notifier la confirmation de la terrible sentence. Terrible, certes, elle le sera plus pour vous que pour moi. Car la mort n'a fait pas peur à un soldat. N'allez surtout pas croire que je suis égoïste et que je ne pense qu'à moi. Car c'est à vous que je pense, et à tous les sacrifices que vous vous êtes imposés. Vous, nénès et parrains pour m'élever. Je ne vous ai peut-être pas donné toute satisfaction que vous étiez en droit d'attendre de moi. Mais j'ai suivi ma voie. J'ai toujours eu l'ambition d'être soldat, j'en ai l'âme. Ne pouvant faire partie d'une armée régulière, je fais partie de cette armée souterraine et obscure de la résistance. Je connaissais les dangers, j'en avais compris la sublime grandeur. J'ai joué, j'ai perdu, ce que d'autres gagneront. J'ai combattu pour un grand idéal, la liberté. Je mourrai avec la satisfaction certaine de savoir que d'autres achèveront l'œuvre que j'ai, que nous avons, nous, tous, commencé, qui mourront pour que la France vive. Il ne faut pas vous laisser abattre par la terrible nouvelle, mais relever le front devant l'adversité. 5 des salins sont déjà tombés pour la France. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pouvoir perpétuer cette famille si éprouvée par les guerres. Je ne puis vous exprimer dans cette lettre toute la tendresse que j'ai pour vous, mais je suis sûr que vous la ressentez. Bien que vous soyez en droit de croire que j'aurais pu la manifester d'une autre façon, mais que voulez-vous, le mal est fait, et il n'y a pas à revenir sur cette question. Il est midi, et nous avons encore 2 heures à passer à la prison. Mais je suis étrangement calme. Je m'étais fait à l'idée de ce qui m'arrive, et de plus, je suis sûr de pouvoir chanter, même devant le poteau. Je n'ai pas parlé d'Annick, de Michou, de mes parents et amis, de gens en particulier, mais combien je pense à eux. Adieu donc, chers parents. Dites adieu pour moi, à la famille et aux amis. N'oubliez pas Marie, ma suprême pensée sera pour vous et pour la France, ma patrie. Votre drapeau, repos. Les déportés internés, mesdames et messieurs des familles victimes des sévices nazis et de leurs complices, mesdames et messieurs les représentants des organisations patriotiques, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, au nom des anciens combattants de la résistance et en mon nom, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous remercier d'avoir accepté d'honorer de votre présence à la cérémonie du souvenir de recueillement en hommage à la mémoire des combattants de l'ombre dont les noms sont gravés dans le granit de ce monument, afin que se perpétue le souvenir de leur sacrifice pour la libération de la France. Nous associons à cet hommage l'ensemble des martyrs de la nation, ayant subi les sévices des tortionnaires nazis et de leurs complices. Ayons aussi une pensée pour nos frères des forces françaises libres, des forces navales françaises libres, des forces françaises combattantes, ainsi que les combattants des forces alliées qui sont tombés au cours des durs combats auxquels ils avaient à faire face. En votre présence en ce lieu, nous constatons, nous percevons là votre fidélité à cet hommage solennel comme une reconnaissance du juste combat livré par les différentes composantes des combattants pour la liberté qui, par leur opiniâtreté et honte, contraignirent l'envahisseur à la capitulation sans condition et sans armistice. Ayant la parole, je terminerai en adressant à la municipalité, à ses agents d'entretien, tous nos remerciements pour le bon entretien des monuments et stèles dédiés aux morts pour la France, et bien sûr à l'harmonie de Lannion, toujours présente pour contribuer à l'hommage à nos morts. Merci à tous. De pouvoir les saluer, nous les saluons globalement. Je viens de remettre à notre camarade là un diplôme de porte-drapeau.
savez que l'histoire de la résistance est quand même peu connue, y compris même là où elle s'est manifestée de façon spectaculaire, ce qui est le cas ici, évidemment, dans le secteur de Lannion, ce terrain de cervelle qui a été conquis de haute lutte par 3 compagnies de forces françaises de l'intérieur et qui a permis de mettre à l'abri complètement et définitivement la ville de Lannion à partir du 5 août 1944 dans la journée. Nous avons maintenant des sources de renseignements extrêmement intéressantes qui parviennent par des archives de l'armée de terre au château de Vincennes à Paris, puisque les dossiers allemands, américains, anglais sont débloqués. En particulier, les dossiers américains sont extrêmement intéressants parce que ce sont des documents saisis en Allemagne au cours de la capitulation allemande. Les Américains avaient des moyens que nous n'avions pas et ils ont mis le temps et ils ont exploité ces renseignements. Nous savons maintenant des tas de choses que nous ignorions encore l'an passé. Nous avons l'implantation des unités allemandes dans notre département. Le 74e corps d'armée, général Strop à Guingamp, un régiment, une division plus exactement dans l'est du département, et ici sur notre territoire, la 266e division d'infanterie allemande. Et nous avons les comptes rendus journaliers du chef d'état-major du général Strop sur les opérations dans notre département à partir de septembre 1943 jusqu'à la veille de la libération le 25 juillet. Nous avons donc là une source de renseignement extraordinaire et je dois dire qu'en les lisant, nous avons quand même ressenti une certaine satisfaction. Ceux qui ont rendu compte des événements, avec précision, au jour le jour, au nom de la résistance, ce que nous avons dit ici pendant 40 années, nous pouvons le redire, c'est confirmé actuellement, non seulement par les archives allemandes, mais par les archives américaines. Nous venons d'avoir un document récemment, en provenance d'Angleterre, un document sensationnel et pittoresque. Nous avons là le récit par le major Weiss, parachuté le 9 juin 1944 en forêt de Diot, à la tête d'une équipe Shetburg appelée à coiffer la résistance des côtes du Nord. Et cet officier britannique, parachuté comme beaucoup d'autres avec des renseignements extrêmement sommaires, va analyser d'une façon extraordinaire ce qu'est la résistance. Ça transparaît dans les termes qu'il emploie. Le major britannique classe les gens. D'un côté, les patriotes. De l'autre, dans le texte, les boss. C'était le langage de l'époque. Et il ne s'en prive pas, le major. Et il se dit, mais voilà les gens qu'il faut armer. Vous savez, cette période qui a suivi le débarquement, où on restait à Londres dans l'expectative, le major Weiss a dit, mais il faut donner des armes à ceux qui combattent. Et c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il raconte tout son périple à travers le département, avec d'ailleurs le colonel Marceau, qui avait pris la responsabilité des forces françaises de l'intérieur, et il raconte cette période cruciale quand même qui a été l'amorce de la libération. Et tout au long de ce rapport du major Weiss, on voit le rôle
le rôle essentiel mené par la résistance. C'est éclatant ce qu'il raconte, y compris même sur notre secteur quand même assez délimité au point de vue géographique. Il cite cette région nord des Côtes du Nord, la région de Lannion, Tréguier, les Ardrieux et Paimpol, et il trouve génial que la résistance intérieure ait réussi à bloquer sur place et à scinder en petits groupes les forces allemandes qui étaient encore virulentes, en tout cas dans les débuts. Et il dit ceci, nous n'avons eu qu'à les cueillir. Et ici, évidemment, à Lannion, c'était fini le 10 juin, mais sur Tréguier, les Ardrieux et Paimpol, le Majarouin se dit, mais nous découvrons une infanterie par compagnie qui accompagne nos chars dans la progression. C'est quand même assez stupéfiant quand on pense que ces garçons n'ont pas reçu de formation militaire. Et c'est quand même extraordinaire, et ils s'esclaffent, le commandant Louis. Mais c'est extraordinaire, d'où sont-ils sortis, ces garçons sans instruction qui s'agglutinent aux chars et qui font que toute la partie nord de la presqu'île ici sera libérée sans perte pratiquement. Il déclare également qu'au moment de la percée du groupement tactique US qui passera par notre région. Mais il nous précise de façon irréfutable le détachement Ernest. Le 5 août 1944, quand les forces françaises, les 3 compagnies des forces françaises de l'intérieur établissent ici un rideau entre les forces allemandes et Lannion, le 5 août 1944, et il précise plus loin que Saint-Brieuc et Lannion ont été libérés le 5 août bien avant l'arrivée des Alliés, et il dit ceci, nous sommes arrivés dans les Côtes du Nord, nous avons défilé sur un boulevard. Les forces allemandes neutralisées, et donc il n'y aura plus, à partir de maintenant, il sera difficile d'affabuler des choses. Les choses sont vraies, sont précises, et je crois que c'est extrêmement important pour nous de voir confirmer par toutes les sources qui nous viennent maintenant, et je crois qu'il y a là matière à exposer dans les établissements scolaires pour le concours de la résistance, et je crois que c'est pour nous quelque chose d'extrêmement valable. Je reviens maintenant à notre camarade à qui nous avez remis un diplôme. Pour remettre le char sur roue, si vous voulez, pour rétablir la vérité. Vous savez que Jacques Rota a été blessé sur la tête de pont de Nostan peu de temps après notre libération. Les 3 compagnies qui ont participé à la libération de Lannion, sans aucune perte dans la population civile, il faut le noter, aussi bien qu'à Tréguier, les Ardrieux et Paimpol. C'est important quand on pense les massacres qui ont eu lieu sur la route de Brest, par exemple. Donc, là, nous sommes actuellement en mesure de faire connaître le déroulement complet des opérations. Et c'est ce que nous... Mais ces 3 compagnies qui étaient ici le 5 août 1944, ayant pour beaucoup d'entre eux participé aux exhumations, ayant participé à ces choses atroces qui nous restent marquées totalement pour le reste de nos jours. Les dépouilles, les jambes massacrées, les crânes brisés, les bras cassés, les gens éventrés. Mais ces 3 compagnies de volontaires ont raisonné de la même façon. Mais il faut abattre le régime nazi parce que tous ceux qui sont partis là-bas, en Allemagne en déportation, ils vont les massacrer de cette façon-là. Et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est ce qui passait. Il y a eu plus de morts dans les camps de concentration entre le mois d'août 44 et mai 45 qu'il y en avait eu avant. Et ces garçons-là ont dit, ces jeunes garçons, qu'on a tourné en dérision quelquefois, du fait de leur âge, mais enfin ça, c'est secondaire et banal, ils se sont engagés pour le front de l'Orient. Ils arrivent sur le front de l'Orient, ces 3 compagnies sont sur une tête de pont, la tête de pont de l'Ostran. 8000 obus par jour sur 1 km². La même densité d'obus qu'à Verdun. Et ça, les gens ne le savent pas. Et nos gamins sont là-bas. Le jour où Rota est blessé, la veille, c'était Flamme Goisdoué, un garçon de Lannion, 18 ans, qui a été tué. Le lendemain, c'est son compagnon inséparable, Goisdoué, qui a été tué. C'est là que Léon Razurel sera blessé. C'est là que Marcel Diguerre sera blessé. Et nos camarades se battent là-bas et ça passe inaperçu. Ce n'est pas sur place. Alors, il y a là aussi, il faut dire tout ça, il faut rappeler, et que les noms qui sont là et les autres ne restent pas quelque chose d'abstrait qu'on salue comme ça. Il faut absolument que le souvenir se maintienne, qu'il se maintienne sans haine, sans désir de revanche, mais absolument dans la clarté de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus et que nous ne connaissions pas encore des massacres comme cela. Je vous remercie. Des massacres comme cela. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs, il y a 49 ans, Lannion se libérait. Il y a 49 ans, s'achevait un long cauchemar, une page sanglante venait d'être tournée dans le sang, l'héroïsme et les larmes. Passant devant ce monument, souviens-toi. Dans les semaines de la libération du camp de Cervelle par les FFI le 5 août 1944, 5 jours avant l'arrivée des Alliés, 35 corps de patriotes suppliciés furent découverts dans plusieurs fosses à l'intérieur du camp. Si on tient compte des résistants et civils abattus aux alentours du camp, ce sont 61 personnes qui ont été massacrées en 2 mois et demi dans le camp de Cervelle et dans sa périphérie. Il faut que cela soit rappelé afin de graver dans les mémoires, comme les noms des victimes exhumées à Cervelle le sont sur cette pierre. Ce monument est un des hauts lieux de la mémoire de la résistance des Côtes-d'Armor. On y trouve inscrits les noms de résistants de tout le département qui ont été fusillés en ce lieu. Nous saluons les survivants bien humblement, car ils furent les pionniers de la résistance dans cette région de Lannion. Et nous nous devons de leur rendre un hommage très particulier, comme nous le faisons pour les familles des victimes. La libération de Lannion et de sa région fut l'œuvre de ses fils. Lannion a payé un lourd tribut. Depuis Roger Barbé, condamné à mort, fusillé à Rennes le 4 octobre 1941, il avait 21 ans, jusqu'à Jacques Bénard, juge d'instruction au tribunal de Lannion, arrêté par la Gestapo le 27 septembre 1943 et déporté à Buchenwald où il mourrait le 27 décembre 1944. Il avait 27 ans. À Lannion, un rapport du sous-préfet en place, datant de 1941, constate que la population est nettement intoxiquée par la radio dissidente. La propagande des actifs éléments gaullistes et anglophiles influe sur la population qui, en cette fin d'année 1941, témoigne dans son immense majorité de sentiments nettement anglophiles. Sans oublier tous ceux qui, en dehors du territoire national, ont lutté eux aussi pour la victoire de la France. Grâce à la lutte de tous, la France était représentée à Berlin au rang des nations victorieuses lors de la signature de la capitulation allemande. Ici, à Cervelle, souffle l'esprit de la résistance. Cette pierre de granit porte le nom des résistants qui ont été fusillés ici par les nazis. Le général de Gaulle a dit un jour, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Votre présence ici, si nombreuse, suffirait à démontrer, s'il en était besoin, que cette flamme est toujours bien vivante en nos cœurs. 49 ans se sont écoulés depuis cette époque tragique. Mais nous ne pouvons pas oublier, ni haine, ni oubli, mais aussi vigilance. Aujourd'hui, 49 ans après cette tragédie, contrairement à ce que disait Pétain, les Français n'ont pas la mémoire courte.
Au fil des années, l'hommage rendu à Servel n'a jamais failli. La municipalité entretient régulièrement ces lieux et vient de refaire les dorures. Cette année, le vin d'honneur aura lieu dans la cantine scolaire de Oiswen. Oiswen, qui pendant l'occupation servait de dépôt aux armées allemandes. Une petite exposition y est organisée sur la résistance, cette année sur le canton de Pestin. En 1944, la commémoration du 50e anniversaire revêtira un handicap particulier. Comment ne pas se souvenir de ces pages d'histoire si proches de nous, de tous ses camarades de lutte, de ceux qui croyaient au ciel, comme de ceux qui n'y croyaient pas, qui se distinguaient par des différences, des convictions politiques, mais se confondaient dans un même et profond attachement à la liberté et à la paix. Admirable abnégation de tous ceux qui sacrifièrent leur jeunesse et leur vie. Des noms de rues nous rappellent leurs souvenirs. Au-delà de la petite plaque queue, toute une page d'histoire reste présente, surtout pour ceux qui ont connu ces sombres années d'occupation. Les générations, les jeunes notamment, qui depuis vont et viennent en liberté, ne doivent pas oublier les sacrifices de leurs aînés. C'est un hommage rendu à tous ceux et à toutes celles qui furent l'armée de l'ombre préparant la libération. Le 28 septembre 1944, Christophe Churchill déclarait aux communes « Nous tenons déjà Brest, Le Havre, Dieppe, Boulogne et Anvers. Nous sommes en partie redevables de tout cela au soulèvement général du maquis français et à la lutte qu'il a menée. » Ce fut un très bel hommage rendu à la résistance française et à ceux qui l'ont. La résistance fut non seulement un instrument efficace de libération, mais aussi l'honneur de la France. Ces FFI, FDP, ces maquisards, ces combattants au brassard, ces soldats sans uniforme, ces combattants de l'ombre, de tous âges, de tous milieux, de toutes tendances politiques, qui partagèrent la même vie, les mêmes dangers, les mêmes espérances. Commémorer, c'est continuer l'action. Comme le déclare Jacques Chaban-Delmas, il est très important de faire connaître ce que signifie le nazisme, c'est-à-dire le mépris de la personne humaine, qui est la pire des choses, afin que la jeune génération soit en situation de vigilance, de veille, et que cela ne se reproduise plus. Pour la première fois cette année, la France officiellement commémorait la rafle de Blédine. Ce drame épouvantable, comme l'a déclaré Édouard Balladur. L'un des actes les plus significatifs de la persécution des Juifs, mené conjointement par le gouvernement de Vichy et l'occupant nazi. Les 16 et 17 juillet 1942, 13 000 êtres humains, un tiers d'enfants, furent arrêtés par la police française, parqués au vélodrome d'hiver avant que la plupart soient conduits à Auschwitz. Quelques dizaines seulement en reviendront. Plus jamais l'oubli, ont juré les survivants. Aux côtés des jeunes générations, de tous ceux pour qui l'amnésie n'est pas bonne conseillère, nous nous retrouvons devant ce monument de Servel pour marquer l'anniversaire de la libération de l'année. Notre hommage va plus loin que le recueillement. Nous considérons comme une tâche d'honneur de poursuivre l'action de ceux qui tombèrent pour libérer notre pays. Le combat en faveur des grands idéaux doit se poursuivre. Que voulait-il? Il y a 50 ans, se constituait le Conseil national de la résistance. Le 27 mai 1943, à Paris, les divers mouvements de la résistance, les forces syndicales et les partis engagés dans la lutte contre l'occupant nazi et le régime de Vichy s'unissaient au sein du Conseil national de la résistance. Il y a 50 ans, le 21 juin 1943, était arrêté Jean Moulin. Quelques jours après, il mourait sous la torture. Son rôle pour unir les différentes organisations de résistance est capital. Sa détermination sans faille, son obstination à convaincre et à rassembler en dégageant les impératifs fondamentaux de l'Union contribuent à la création d'un Conseil national de la résistance. Le CNR, 4 mois plus tard, a adopté son programme qui comportait un appel à l'action immédiate et des mesures audacieuses pour l'après-guerre visant à démocratiser le pays sur le plan social, économique et politique. Au moment de la création du Conseil national de la résistance, son premier président, Jean Moulin, définissait un de ses buts fondamentaux: rétablir les libertés républicaines dans un État où la justice sociale ne sera point déçue. Peut-on penser aujourd'hui qu'il n'a plus rien à faire en faveur de la justice sociale? Peut-on penser que toutes les libertés sont respectées? Le combat contre les idées dont la mise en œuvre aboutit à la mort de millions d'innocents n'est pas terminé non plus. Les valeurs nées de la victoire sur la barbarie fasciste sont toujours d'actualité. Comme le disait Bertolt Brecht, la bête immonde n'est pas morte. En vous rendant hommage chaque année à Servel, en y associant tous les martyrs de la résistance, nous n'avons pas la nostalgie du passé. Simplement, nous puisons dans ce passé la force des combats d'aujourd'hui. Vous aviez fait vôtre cette maxime
adopté par les fédérations en 1790, vivre libre ou mourir. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Quelle semblait belle la liberté en ces sombres années de guerre. Aujourd'hui, de par le monde, continue de s'élever des cris d'aspiration à la liberté. Ce que nous souhaitons le plus ardemment, que la paix s'affirme, que les guerres ne se reproduisent plus, qu'il n'y ait plus, jamais plus de camps à Cervelle ou ailleurs. Contre-drapeau, repos.